5 décembre 1923. L'Humanité dénonce l'abominable vénalité de la presse française. L'abominable vénalité de la presse française. Signé A. Raffalovitch. Les documents extraordinaires que nous allons publier sont tirés des archives gouvernementales russes, qui en contiennent d'ailleurs encore bien d'autres. Nous mettons quelque incrédule que ce soit au défi d'en contester l'authenticité. Nous publierons, s'il le faut, la photographie des pièces essentielles. Les originaux, qui sont à Petrograd et à Moscou, sont d'ailleurs à la disposition du gouvernement français. Notre camarade Tchitcherine, qui n'est mêlé d'aucune façon, ni de loin ni de près, à notre travail, se ferait certainement un plaisir et un devoir de transmettre à la direction des archives, avec avis favorable, la demande que M. Poincaré le prierait de faire suivre pour obtenir communication du dossier. Celui-ci comprendra des lettres confidentielles, politiques naturellement, car l'Humanité ne fait pas usage de lettres intimes, contrairement à des journaux dégoûtants qui en usent de la sorte, comme l'Action française ou le Figaro. Lettres confidentielles, disons-nous, de M. Kokovtsev, président du Conseil des ministres russes, de M. Sazonov, ministre des Affaires étrangères, de M. Islovski, ambassadeur à Paris, de Al Davidov, directeur de la chancellerie des opérations de crédit, et surtout de M. Arthur Raffalovitch, conseiller secret du ministère des Finances russe à Paris. M. Raffalovitch n'était pas précisément un révolutionnaire, ni même un homme d'opposition. Ces lettres ne sont nullement inspirées de haine politique, sauf quand il parle des socialistes. Elles avaient pour objet exclusif de tenir au courant ses supérieurs hiérarchiques. Et l'indignation qu'elles expriment parfois, les flétrissures qu'elles contiennent à l'adresse de certains politiciens, sont l'expression de la simple honnêteté bourgeoise ou réactionnaire traditionnelle. M. Raffalovitch fut un des financiers et économistes bourgeois les plus éminents du dernier demi-siècle. Il avait les plus hautes relations dans la société politique et financière d'Europe, surtout de France. Ministres et banquiers avaient pour lui la plus grande considération. Ses témoignages posthumes sont irrécusables, ils ne seront pas récusés. C'est une tâche malaisée de trier cet amas de documents où tant de questions s'enchevêtrent, où tant de personnalités sont mises en cause. Nous essaierons de grouper les pièces dans la mesure du possible pour plus de clarté. Pour la même raison, nous renoncerons à l'ordre chronologique. Voici en guise d'entrée en matière un premier document. C'est une lettre au ministre des Finances russe, Kokovtsev. Elle ne donne encore qu'une faible idée de ce que nous aurons à révéler ultérieurement, car elle fut écrite au début de la guerre russo-japonaise, alors que la Russie entrait seulement dans l'ère des difficultés. Paris, le 30 août 1904. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de rendre compte à votre Excellence de l'argument qui a été fait pour la presse française. J'ai eu soin de consulter pour la combinaison M. Hottinger et M. Chevran, directeurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui ont partagé ma manière de voir. S'il était nécessaire de continuer des sacrifices pour assurer la tranquillité du côté de la presse, il était indispensable de limiter le sacrifice. Et après avoir donné encore un mois aux conditions anciennes de 100 000 francs, réduire considérablement les dépenses ultérieures. Voici donc l'arrangement auquel on s'est arrêté. La prochaine mensualité sera de 100 000 francs, mais elle comprendra en réalité 6 semaines et couvrira la période comprise du 15 août au 1er octobre. Les mensualités antérieures avaient couru du 15 au 15 à partir du 15 février. Pour les mois à venir, il ne sera plus accordé que 50 000 francs, ce qui nous conduira à la fin de janvier. J'espère pouvoir ne pas entamer la réserve de 25 000 francs qui résulte de cette façon d'arranger les choses et dont je prie de ne pas faire usage pour d'autres besoins avant l'expiration des périodes, car nous pourrons avoir des besoins extraordinaires à un moment donné, par exemple s'il s'agit de bien expliquer le budget de 1905. Pour les 10 premiers mois, l'abominable vénalité de la presse française aura absorbé, en dehors de la publicité de l'emprunt de 800 millions, une somme de 600 000 francs, dont les banquiers ont fourni la moitié. Nous avons eu à notre charge 3 mois à 66 666 francs, 15 février jusqu'à 15 mars, 15 mars, 15 avril, 15 avril, 15 mai, durant lesquels les banquiers ont dépensé 33 334 francs, puis 100 000 francs pour les mois 15 juin, 15 juillet, 15 août. Le 6e mois et demi, 15 août, 10 octobre, est à notre charge.
L'intermédiaire qui m'a été recommandé par le représentant de M. Rouvier en février dernier est M. Lenoir, chevalier de la Légion d'honneur, qui perçoit 10% de commission pour sa peine. Il a dépensé 48 250 francs pour les journaux politiques, 33 300 pour les concours personnels, c'est-à-dire les secrétaires de la rédaction, le rédacteur financier, les directeurs de journaux, 15 000 francs pour les journaux financiers. L'argent est versé à la fin du mois par les soins de la Banque de Paris et des Pays-Bas au Crédit algérien, sur lequel l'intermédiaire émet des chèques. Quelques individus doivent être payés de la main à la main. Comme il ne faut pas que le nom du gouvernement russe ni celui de l'agent du ministère des Finances paraissent dans cette combinaison, les paiements se font comme s'ils émanaient encore du syndicat des banques et banquiers. Cette dépense est faite pour la défense du crédit russe. Elle adoucit aussi les attaques systématiques contre le gouvernement russe en général, sans pouvoir les empêcher. Si avec le temps il y avait des communications à faire passer dans les journaux, il faudrait profiter des circonstances où nous disposons d'une certaine influence sur eux. J'ai rendu compte de ce qui a été combiné à l'ambassadeur de Russie. Votre très obéissant serviteur, Arthur Rafalovitch. Il ne faut pas perdre de vue que l'argent dont il est question représente des sommes plus de 3 fois supérieures au même chiffre d'aujourd'hui. Il s'agit de francs or. Les documents qui suivront compléteront et éclaireront ce qui n'est qu'esquissé dans cette lettre. On verra comment les journaux français ont cyniquement exploité les désastres russes en Mandchourie pour se livrer à un honteux chantage sur le gouvernement de Pétersbourg et lui extorquer de l'argent. Calmette ne s'est pas contenté de 3 000 et il va falloir lui en donner 2 000 de plus. Signé A. Rafalovitch. Le gouvernement du tsar avait pas mal de choses à se reprocher. C'est pourquoi il capitulait facilement devant les journaux qui le faisaient chanter. C'est pourquoi il était obligé d'acheter le silence ou l'approbation de certains journalistes en vue. On s'imagine parfois que le chantage est un exercice criminel de besogneux, de pauvres airs sans feu ni lieu. Quelles erreurs! Les pontifes les plus considérables n'ont pas honte de s'y adonner. En voici 2 exemples. La lettre qui suit a été adressée à M. Kokovtsev. Paris, le 3 avril 1905. Monsieur le ministre, Verneuil m'avait prié de passer chez lui. C'était pour me dire que 2 de ses amis n'avaient pas été avisés d'une augmentation, alors que je lui avais dit que tout était fait. J'ai assez mal pris la chose cette fois-ci. Je lui ai répété que les dispositions avaient été arrêtées depuis quelque temps déjà et que notamment le directeur du Figaro, Calmette, et Berthoula, La Liberté, allaient recevoir le 15 avril l'un 3 000 francs et l'autre une addition à ce qu'ils touchaient. Je me suis bien gardé de dire que Berthoula, qui entre parenthèses est député et qui commet un acte de forfaiture de la sorte, ne recevait que 1 000 francs. Verneuil le faisait figurer pour 5 à 10 000 francs et je me suis fait la réflexion qu'il était bien large avec notre argent. Il avait d'ailleurs compté sans moi, le fonctionnaire avare et pingre. Ce que je constate avec ennui et chagrin, c'est que Verneuil s'est permis de faire des promesses pour notre compte, et comme le disait le gouverneur de la banque, ad majorem gloriam du monopole des agents de change. Votre très obéissant serviteur, Arthur Rafalovitch. Ici, il faut expliquer que M. de Verneuil, syndic des agents de change, avait fait sur M. Rafalovitch et le comte Viteux, président du conseil, une pression éhontée. Un chantage incroyable dont on trouvera le récit dans les documents qui viendront, au bénéfice de certaines feuilles et de certains hommes, le Figaro et la Liberté, Calmette et Berthoula, entre autres. Mais citons encore. Paris, le 22 avril 1905. Monsieur le ministre, Monsieur de Verneuil est bien insupportable. N'a-t-il pas dit à Calmette, directeur du Figaro, qu'il l'avait inscrit pour 10 000 francs par mois sur la liste, et la conséquence a été que Calmette ne s'est pas contenté de 3 000 et qu'il va falloir lui en donner 2 000 de plus. Votre très obéissant serviteur, Arthur Rafalovitch. Et citons toujours cette fois une lettre de 1908 pour montrer l'ingratitude de ces gens qui, après avoir extorqué de l'argent, ne sont jamais rassasiés et recommencent leur pression, c'est-à-dire leur dénigrement, pour toucher davantage. Paris, le 8 octobre 1908. Monsieur le ministre, il paraît que notre ministre des Affaires étrangères n'a pas été satisfait de l'attitude de quelques journaux à son égard, et notamment du Figaro. Je ne sais pas les motifs qui inspirent le Figaro. Est-ce mécontentement de n'être pas suffisamment courtisé par les Russes ?
Le Figaro ce matin est de nouveau dur. À quelle cause cela tient-il ? La rancune d'un journaliste ayant des positions à la hausse et surpris par la baisse des attaches avec des pays peu favorables à la Russie ? En tout cas, l'agent du ministère des Finances doit se tenir tranquille, car s'il se montre, cela coûtera cher. Votre très obéissant serviteur, Arthur Rafalovic. En voilà déjà assez pour prouver que Le Figaro et La Liberté, ces journaux pieux, vertueux et patriotes, sont des feuilles à vendre au plus offrant. Mais la publication ne fait que commencer. Monsieur Gaston Calmette est mort, paix à son âme. Seulement, qu'on ne vienne pas nous raconter que Madame Caillot a tué un grand Français. Car un maître chanteur n'est pas un grand Français. Monsieur Berthoula, lui, n'est pas mort. Le journal ignoble, dans lequel il insultait journellement les révolutionnaires honnêtes, continue sa besogne stipendiée. Des gens qui devraient être en prison, au droit commun, se posent en donneurs de leçons. Monsieur Berthoula, ancien député, ex-directeur de La Liberté, sénateur de Seine-et-Oise, chevalier de la Légion d'honneur, est un maître chanteur. Mais en voilà assez pour aujourd'hui. Boris Souvarine. Rétro News, le site de presse de la BNF.